Salut à tous, est-il possible que si les extraterrestres... Salut à tous, est-il possible que si les extraterrestres existent, ils communiquent déjà avec certains d'entre nous? C'est ce que nous allons tenter de découvrir. Dialogue avec les veilleurs, c'est inédit sur BTLV avec Anna Caranta et Claude Delarose. Alors bienvenue dans Face au mystère. C'est avec plaisir que j'accueille dans un premier temps Anna Caranta. Bonsoir ou bonjour, parce qu'on est écouté et regardé à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, Anna. Bonjour Bob. Ravi de vous accueillir pour cet ouvrage donc, que vous avez commis avec Claude Delarose, qu'on va avoir le plaisir de recevoir dans quelques instants, scientifique, lui, de métier, et vous, médium. Alors, moi, je voudrais, dans un premier temps, un peu dialoguer avec vous, vous qui veillez aussi au réveil de la civilisation et de l'humanité. On a souvent abordé finalement ces entités extraterrestres et ces communications extraterrestres sur BTLV avec des médiums. Au départ, ça paraissait complètement fou parce qu'on avait la sensation que finalement les médiums dialoguaient avec les morts, avec des gens qui étaient partis. Et finalement, ces entités extraterrestres, on ne sait pas qui elles sont véritablement. Peut-être que vous avez plus d'informations que moi, mais dans tous les cas, elles passent aussi ces entités. Elles sont obligées, en tout cas, elles utilisent souvent ce canal médiumnique pour dialoguer, Anna. Oui, alors en général, eux disent qu'ils utilisent des personnes sensibles, des personnes intuitives. Alors, je ne sais pas si le terme médium définit exactement ce que nous sommes. Moi, j'appelle ça des communicateurs, parce qu'on peut communiquer avec toutes les formes de conscience, conscience animale, conscience de personnes qui ont quitté ce plan, et conscience provenant d'autres dimensions. Ça fait combien de temps que vous avez canalisé ces veilleurs, en tout cas ces entités, Anna? Alors écoutez, pour moi, ça a commencé très jeune. J'ai un souvenir donc très précis d'un événement qui s'est produit entre 7 et 8 ans. Et à partir de là, une communication s'est établie. Alors qu'elle soit télépathique, on va dire, intuitive, ça prend différentes formes. C'est pas toujours de la même manière. Parfois, on entend carrément une voix qui semble être présente dans la pièce où je me trouve, et parfois ça résonne à l'intérieur de la tête, parfois ce sont plutôt des images, des trains d'images, différentes informations de différentes manières, mais toujours assez précises. Et vous avez, comment dire, compris pourquoi il vous avait capté, vous, contacté, vous, quand vous étiez enfant et depuis votre enfance? Je pense jamais vraiment compris pourquoi moi. Bon, un jour j'ai osé poser la question et je crois qu'ils ont une certaine forme d'humour parce qu'il m'a été répondu on prend ce qu'on trouve. Donc si on a des problèmes d'ego, ça dégonfle tout de suite l'ego. Ouais. Je pense qu'on est nombreux, si vous voulez, à recevoir. D'après ce que j'ai compris, ils font passer un maximum d'informations pour que la conscience de l'espèce évolue progressivement et s'ouvre aux paramètres qui sont nécessaires pour la survie de l'espèce, qui sont des paramètres de prise de conscience que nous ne sommes certainement pas seuls dans l'univers, que notre vision du monde, elle est vraiment très très fragmentée, très très partielle, et elle ne correspond pas à la réalité. Alors Anna, c'est vrai que c'est pas très flatteur, on prend ce qu'on trouve, et donc il faut mettre un peu son ego de côté quand on est face à ces veilleurs, Anna. Oui, je pense qu'ils ont le don de nous ramener à notre modeste dimension d'humain très très limitée, tout en étant très bienveillants. Mais encore une fois, je pense qu'ils ont une certaine humour. Alors, on va voir que finalement, ils prennent ce qu'ils trouvent, mais ils vont aussi demander la possibilité de dialoguer avec des gens qui vont peut-être comprendre leur message. C'est pour ça que Claude Delarose est intervenu avec vous pour essayer de comprendre et surtout les challenger peut-être sur des questions pour avoir des réponses. Claude est avec nous. Bonjour Claude. Bonsoir Bob. Je suis ravi de vous accueillir. Effectivement, je le disais, Anna a beaucoup d'humour aussi et visiblement il faut en avoir avec ces veilleurs. On prend ce qu'on trouve malgré tout et c'est toute l'importance de votre finalement implication dans cet ouvrage Ourbatan, c'est que vous allez pouvoir, vous avec votre bagage d'ingénieur en physique, pouvoir poser des questions sur ces veilleurs. Alors
moi j'ai envie d'abord de vous poser la question simple que tout le monde vous poserait en tant qu'ingénieur en physique. Est-ce que déjà tout cela vous paraît cohérent? Écoutez, je voudrais quand même préciser une chose, c'est que je suis ingénieur et que la physique quantique comme l'astrophysique et les sciences de la vie et la futurologie, ça a été ma passion. Hmm. Mais au départ, je suis un ingénieur. J'ai construit des usines en France et à l'étranger. J'ai dirigé des entreprises en tant que directeur général. Mais depuis l'âge de 25 ans, on m'a demandé, je ne communique pas avec les extraterrestres comme Anna, mais une voix a résonné dans ma tête alors que j'avais 27 ans me Mhm. demandant de comprendre la gravitation. Ça a été le point de départ pour moi de mes recherches en physique quantique, astrophysique, alchimie, etc. Et donc ça a été une passion. J'ai travaillé ces questions parallèlement, bien sûr, à ma vie professionnelle. Et quand j'ai pris ma retraite relativement jeune, j'avais suffisamment gagné ma vie. À 52 ans, j'ai recherché parmi les sciences secrètes et j'ai écrit 6 ouvrages. Voilà Mhm. pour permettre de préciser un peu mieux les choses, Bob. Malgré tout, quand vous dites qu'à 27 ans, vous avez entendu une voix, c'est-à-dire que c'est une voix qui, elle venait d'où cette voix? De votre intérieur, de votre être intérieur, ou elle venait de l'extérieur? On va dire que c'était une intuition Hmm. parce que contrairement à Anna, moi je n'entends pas de voix dans ma tête. Alors Anna, est-ce que ça a été facile? Alors, je sais que vous vous connaissez depuis 50 ans, visiblement, Claude et Anna. Est-ce que ça a été facile pour vous finalement, ou est-ce que ça a été peut-être, même je vais aller plus loin, le gage d'une crédibilité aux propos que vous rapportiez l'intervention de Claude en tant qu'ingénieur? Oui, je pense d'ailleurs que la collaboration a été demandée et souhaitée dans ce sens, c'est-à-dire que Claude pouvait poser les questions que beaucoup de lecteurs se poseraient et avoir ce regard justement du scientifique qui, à mon avis, est intéressant dans le dialogue justement. Claude, vous avez la sensation que ces entités avec lesquelles vous avez pu dialoguer, en tout cas, en tout cas à qui vous avez pu poser des questions, sont bienveillants, sont là pour nous aider et nous apporter les informations? Oui, bah écoutez, moi je pense qu'ils sont excessivement bienveillants. Moi, ce qui m'a le plus étonné dans les réponses qu'ils ont apportées à mes questions, c'est surtout la simplicité, parce que je crois que les scientifiques ont l'art de compliquer les choses et ils ont apporté des réponses relativement simples. Pour moi, ça a été un très grand intérêt parce que mes travaux m'ont amené à comprendre que l'espace n'était pas vide, contrairement aux théories de la relativité d'Einstein, et que la vitesse de la lumière n'était pas limite, et que ils ont confirmé le résultat de certains de mes travaux. Et en cela, c'est vraiment très, très intéressant. Hmm. Bon, la technologie aussi OVNI qu'ils nous ont transmise est particulièrement intéressante parce que j'avais compris aussi, grâce à mes travaux en physique, que pour pouvoir se déplacer dans l'espace, il fallait créer un trou dans l'énergie de l'espace. C'est un petit peu comparable, si vous voulez, à la théorie de la MHD, la magnéto-hydrodynamique de Jean-Pierre Petit, Mhm. où on crée un trou soit dans l'eau, soit dans l'air pour faire déplacer Hmm. soit des torpilles, soit des avions à grande vitesse. Donc j'avais compris tout ça et ils ont apporté confirmation. Finalement, Claude, ce trou, effectivement, qui nous rappelle la MHD, permet d'éviter le frottement et d'avoir des accélérations absolument incroyables et surtout d'avoir la possibilité physique de supporter tout cela. Ça vous a été confirmé, c'est-à-dire que vous avez compris comment ils se déplaçaient, ces extraterrestres. Tout à fait, je l'avais compris déjà depuis un certain temps, et c'est vrai que le dialogue qui m'a été donné, de dialoguer avec les veilleurs, j'avoue que pour moi ça a été une énorme surprise parce que je ne m'y attendais absolument pas. Quand début mai, Anna m'a proposé de leur poser des questions à des extraterrestres. Alors je précise que c'est pas tout à fait des extraterrestres, c'est plutôt des extradimensionnels, Alors tels justement, que on en parlera de ça, oui. parce que c'est la question que je voulais poser à Anna, parce que vous dites dialoguer avec les veilleurs. Déjà, veilleurs, alors peut-être que je vais vous poser la question à tous les deux d'ailleurs. Veilleurs, il y a un côté, attention, on veille sur vous. Pourquoi veilleur, Anna? C'est leur mission depuis très longtemps, du moins c'est ce qu'ils expriment. Ils veillent sur nous, effectivement. Ils sont très vigilants. Ils sont Donc vigilants. le Ils sont vigilants parce que
ils ont peur qu'on fasse des bêtises, qu'on a un peu qu'on se comporte un peu comme des garnements aujourd'hui? Bon, bah, écoutez, oui, je crois que malheureusement, c'est certainement un peu l'opinion qu'ils ont de nous. Ils l'expriment d'ailleurs dans leurs propos. C'est que l'humanité a fait pas mal d'erreurs et continue d'en faire, et sans mesurer parfois les conséquences qui pourraient être absolument dramatiques de ces erreurs. Mhm. Claude, il y a une question qui a été posée dans le bouquin. Pouvons-nous espérer vous rencontrer physiquement? Et si oui, dans quelle dimension et sous quel délai? Et il y a une réponse qui est assez étonnante. Vous êtes nous et nous sommes vous. Oui, alors, moi je crois qu'ils ont fait cette réponse-là pour la raison suivante, c'est-à-dire qu'ils se sont présentés en tant que nos pères, Mhm. et ça m'a beaucoup surpris au départ, mais comme j'avais déjà étudié pas mal la question, j'ai compris pourquoi ils se présentaient comme nos pères, c'est-à-dire qu'ils sont à l'origine de la création de notre véhicule, c'est-à-dire du corps que nous utilisons, puisque celui-ci a été créé à partir d'apports génétiques partiels d'un certain nombre de races extraterrestres. Et donc, ils ont, d'après leur dire dans Urbatan, fédéré un certain nombre de races extraterrestres, 8 en particulier, qui Mhm. ont apporté un apport génétique pour construire le véhicule. Donc on est, Donc, attends, ils se... Claude, Claude, je vous arrête 2 secondes parce que vous dites des choses tellement intéressantes que j'ai envie de m'arrêter à chaque fois. Mais c'est-à-dire qu'en fait, on est des êtres hybrides. On a été fabriqués et conçus d'après ces veilleurs, c'est ça? Mais ils ne sont pas les seuls. Dans la littérature ésotérique, vous avez un certain nombre d'ouvrages qui ont été transmis, par exemple, par les Pléiadiens. Il y a une quinzaine d'ouvrages et déjà les Pléiadiens, qui sont, contrairement aux veilleurs, eux, des êtres biologiques, c'est-à-dire ils utilisent un corps biologique comme le nôtre. Mhm. Eh bien, déjà dans leurs ouvrages, ils disaient que notre corps avait été fabriqué à partir d'apports génétiques partiels. Mais ça veut dire quoi? Est-ce que, alors Anna, je vais peut-être poser la question à Anna, est-ce que vous les avez vus physiquement? Est-ce qu'ils se sont représentés physiquement? Ou est-ce que vous les avez que en télépathie, Anna? Alors, je les ai, enfin, on va dire rencontrés physiquement, je dirais physiquement ou psychiquement, parce qu'en fait, le phénomène de l'abduction reste assez mystérieux. Mhm. Cette expérience qui a été relatée par différents sujets, pardon, excusez-moi, où, par exemple, on va traverser une paroi avec son corps physique, paraît totalement irrationnel. Donc, la question se pose tout de même, à quel niveau se situe l'abduction? Par contre, il m'est arrivé en 1994 de les voir physiquement et j'étais réveillée, c'est-à-dire que je n'étais pas en état de voilà d'endormissement Hmm. ou de projection. Et à quoi Euh, ressemble-t-il? alors écoutez, ceux qu'on appelle les veilleurs ressemblent à ceux qu'on appelle les grands blancs dans Hmm. la littérature ufologique, hein, et tels qu'ils ont été signalés par différents officiers sur la base, je crois, Edwards, Mhm. aux États-Unis. Donc des créatures Lors d'une grandes, rencontre avec Eisenhower, je crois que c'était comme ça que ça, voilà, c'est c'était. ça, c'est ça. Ceux-là, ce sont les veilleurs. D'accord. Donc en fait, c'est Ceux avec eux qui ont proposé, d'après Michael Salla, le docteur Michael Salla que j'avais eu ici, c'est eux qui ont proposé une alliance avec les terriens qu'on a refusé, parce qu'Eisenhower a dit non, non, moi je garde toujours l'arme nucléaire, parce qu'il nous avait dit on va vous donner de la technologie, on va vous aider à grandir, mais il faut arrêter le nucléaire. Et finalement, on l'a pas arrêté. Ce sont eux, hein, ce sont ces veilleurs, ce sont finalement les Suédois de l'espace, en fait. C'est les beaux gosses, en fait, c'est ça. Alors, ce sont oui, oui, oui. Mais vous savez, finalement, le transfert de connaissances a été fait par la suite. Ouais. C'est vrai qu'Eisenhower semble, d'après les textes, avoir refusé dans le moment parce que surtout, on lui demandait de modérer tout ce qui était essai nucléaire. Et à l'époque, il était contre, compte tenu de ce qui se passait. Bon, on sortait de la guerre, hein, c'est ça. Donc, Mais les choses ont évolué et il se trouve qu'il y a eu des transferts de technologies qui ont été opérés. Sous contrôle, bien sûr, d'une utilisation trop désastreuse par les humains. Alors, Urbatan ou Urbatan, j'ai entendu Claude dire Urbatan, excusez-moi, je ne parle pas encore le grand blanc, mais dans tous les cas, visiblement, Claude, c'est leur planète, c'est là où ils se situent? Alors, je dirais que c'est excessivement difficile pour nous de comprendre l'espace dans lequel ils peuvent s'exprimer, mais d'après ce qu'ils disent, ils ont transcendé le temps et l'espace, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus besoin de corps biologiques pour se déplacer, sauf
qu'un corps expéditionnaire a recréé un véhicule pour pouvoir intervenir auprès des Américains et faire un transfert de technologie. Et d'après ce qu'ils disent, ce transfert de technologie n'a eu lieu que pour contrebalancer le transfert technologique qui avait été fait par d'autres races extraterrestres, mais beaucoup plus sombres, avec les nazis. C'est-à-dire que les nazis étaient très proches de la connaissance de l'énergie libre et de l'antigravité, et que pour contrebalancer l'effet d'apport technologique par ces races dissidentes de l'espace, et je dirais côté sombre, eux qui représentent plutôt la lumière, ont décidé, donc pour certains, d'envoyer un corps expéditionnaire. Ils se sont incarnés dans les Grands Blancs, ils ont pris contact avec les Américains et ils ont fait du transfert de technologie, mais d'après ce qu'ils disent, non militaire, c'est-à-dire civil. Ils seraient, d'après ce qu'ils disent, à l'origine de technologies comme le GPS, etc. Vous marquez en tout cas dans le livre que nous vivons actuellement une période qui s'appelle le temps de la parousie, c'est-à-dire celui du choix. Ça veut dire quoi ce choix? Quel choix avons-nous, Claude? Bah, écoutez, d'après la tradition, puisque parousie c'est quand même un terme qui est lié à la tradition, le temps de la parousie c'est le temps de l'apocalypse, Mmh. c'est-à-dire en fin de compte de la révélation. Mmh. Et le temps du choix, ça veut dire qu'aujourd'hui, les humains sont amenés à choisir différentes possibilités. C'est-à-dire qu'ils peuvent continuer de vivre dans une civilisation décadente comme celle que nous vivons, dans une troisième dimension, ou bien la possibilité de s'élever du point de vue spirituel pour atteindre des fréquences vibratoires supérieures et atteindre un autre lieu, c'est la deuxième option. Mmh. Et puis je dirais il y a une troisième option, et ça on pourrait en parler parce que les veilleurs se sont présentés comme les gardiens de la tradition. Mmh. Et qu'est-ce que la tradition? Ce sont les voies traditionnelles qui permettent à l'homme de s'élever spirituellement pour atteindre un état que l'on appelle l'état de maître ascensionné, comme le Christ, Bouddha, Saint-Germain, etc. Et donc c'est ça la troisième option. Donc les humains ont aujourd'hui le choix entre ces trois options. Si vous lisez Urbatan, vous verrez que les veilleurs présentent deux lignes du temps, Mmh. mais disons que la tradition présente trois options. Alors Voilà. justement, Anna, Claude a mis le doigt sur des personnages mystiques. Euh, Ces mystiques, que ce soit Bouddha, Jésus, Moïse, enfin tous les grands prophètes qu'on a dit prophètes en tout cas, étaient-ils eux en lien direct avec ces veilleurs? Et alors, sont-ils les messagers de ces veilleurs ou avaient-ils un lien particulier avec ces veilleurs déjà? Si on reprend des textes anciens et des textes bibliques notamment, il est fait mention à de nombreuses reprises du contact des humains avec à l'époque ce qu'on appelait peut-être des anges. Mhm. Il y a les roues d'Ézéchiel, il y a différentes mentions, et je crois que c'est un auteur que vous avez reçu, Anton Parks, Mhm. qui en parle pas mal. Dans les textes sumériens, dans les textes de l'Iran ancien, il y a beaucoup de références, notamment à des êtres qu'ils appellent les faces de vipères, qui sont des reptiliens Mhm. et qui sont énormément représentés dans la tradition, sous la forme aussi d'un personnage qu'on appelle le Musushu, Mhm. qui est une sorte de dragon, et que nos grands anciens prétendaient avoir communiqué, voire commercé avec eux. Mhm. Donc je crois que c'est pas une nouveauté, si vous voulez, pour l'espèce humaine, cette référence à des êtres venus d'ailleurs Mhm. et qui auraient inspiré donc les prophètes et les mystiques que vous avez cités au tout début de votre questionnement. Mhm. Il y a pas mal de références. On en trouve beaucoup. Claude, on a parlé tout à l'heure avec Anna parce que finalement, ces mystiques, effectivement, étaient peut-être en lien, ils avaient la connaissance de tout cela, et se sont peut-être inspirés de tous ces messages des veilleurs. Mais on a à côté les veilleurs, mais en même temps, on a, et j'ai fait une émission il n'y a pas longtemps avec des expérienceurs d'adduction qui ont parlé, des enlèvements visiblement par ces fameuses entités extraterrestres. Ces abductés, ils ont rien demandé quand même, Claude. Il y en a qui reviennent un peu traumatisés. Et vous dites dans le bouquin qu'en fait, ils sont volontaires. Ah, ce n'est pas moi qui le dis, Ouais. ce sont les veilleurs. Ce sont les veilleurs qui disent que les abductés, même s'ils n'en ont pas conscience,
sont volontaires avant de s'incarner. Bon, Mhm. alors là, moi, je n'en sais rien du tout. Je ne suis pas du tout un abducté. D'après la définition qu'ils ont donnée, je suis un contacté. Mhm. Je suppose, ce ne sont que des suppositions, mais je suppose que ils m'ont contacté par l'intermédiaire d'Anna parce que j'étais en mesure, en effet, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de poser des questions relativement pertinentes par rapport à ce qu'ils avaient à transmettre. D'ailleurs, je leur ai posé la question dans l'ouvrage, est-ce que mes questions correspondent à votre attente? Et avec beaucoup d'humour, ils m'ont répondu, si tel n'était pas le cas, il y a longtemps qu'on aurait coupé la communication. Voilà la seule chose que je peux dire. Vous avez évoqué également le cas de Roswell. Roswell est important dans cette parce que on est sur un phénomène physique. Alors beaucoup remettent en question ce crash présumé, je dis présumé parce que tant qu'on n'aura pas la certitude absolue, ce crash présumé d'OVNI à Roswell. Il y a un lien, on a fait une émission il n'y a pas longtemps, on a franchi de l'info sur le lien entre les ovnis et le nucléaire. Est-ce que finalement le fait que ce soit dans un endroit où où il y avait des bombardiers nucléaires à l'époque, etc., est-ce que finalement ce crash a bien eu lieu? Est-ce qu'ils vous ont dit qu'il y avait eu véritablement ce crash et ils surveillaient vraiment nos installations et notamment sur ce que nos actions d'apprentis sorciers un peu, Claude? Oui, alors moi j'ai été très étonné de leur réponse parce que j'avais lu un livre qui soi-disant avait été écrit par l'infirmière qui aurait travaillé sur l'affaire Roswell. Il y a un livre qui circule où il est dit qu'il y aurait eu un survivant qui aurait été Hum, interrogé, qui aurait donné un certain nombre d'informations. Et quand j'ai posé la question aux veilleurs, ils ont dit en fait, le crash d'Orwell est un crash qui a été simulé par nos soins. Et d'accord. il n'y avait personne à bord, donc il n'y a pas eu de rescapé. Donc ça m'a beaucoup étonné Mhm. parce que ce n'est pas la version qui circule sur Hum, Internet. hum, Alors, les raisons pour lesquelles ils auraient simulé ce crash, d'après ce qu'ils disent, mhm. c'était pour signifier qu'en fin de compte, ils étaient faillibles et qu'ils pouvaient avoir des accidents. D'après ce qu'ils disent, leur puissance est telle que si les humains avaient connaissance, ils auraient eu énormément peur. Et donc, Ouais. c'était pour limiter cette peur. Voilà ce qu'ils disent dans l'ouvrage. Mais ça veut dire qu'ils peuvent faire donc comme nous, envoyer des sondes ou des vaisseaux et les piloter à distance en fait. Bah, écoutez, si j'ai bien compris, ceux qui sont incarnés et qui collaborent avec les Américains et au niveau de la base 51 aux États-Unis, c'est une base qui est excessivement connue. Il y a même des pilotes américains qui participent et qui collaborent avec Hum, eux, les Grands Blancs, pour des voyages, mais qui sont des voyages terrestres. Hein. Ce ne sont pas des engins, d'après ce qu'ils disent, qui sont utilisés pour les voyages interplanétaires ou les voyages interdimensionnels. Donc ce sont des véhicules qui sont utilisés, d'après ce qu'ils disent, depuis la nuit des hum. temps, mais uniquement pour circuler sur notre planète et en utilisant une technologie naturellement beaucoup plus développée que celle que nous connaissons. Vous avez essayé de comprendre pourquoi ils ne nous aidaient pas en termes de conquête spatiale, parce que aujourd'hui, on est encore avec des pétards au cul d'une fusée et on essaie de sortir un peu de notre zone de confort. On rappelle l'ISS, 460 km, voilà, au-dessus de la Terre, c'est rien du tout. Eux, ils traversent l'espace. Pourquoi ils ne nous aident pas en termes de conquête spatiale, Claude? Bah, écoutez, c'est très simple, ils le disent et ils le répètent, nous vivons ce que l'on appelle l'expérience du libre arbitre. Ouais. C'est-à-dire que euh, eux, en tant qu'extraterrestres ou extradimensionnels, ils n'ont pas l'autorisation, sauf lorsqu'il y a un danger, comme ça a été le cas lorsque certains ont apporté des technologies aux nazis pour rééquilibrer, mais en dehors de ça, ils laissent les humains évoluer par eux-mêmes. Donc, ils n'interviennent pas ou peu. Et quand ils interviennent, c'est uniquement pour contrebalancer des facteurs qui sont indépendants du libre arbitre de l'humanité. Mmh. Mais les humains doivent, d'après ce qu'ils disent, avancer seuls, vivre leurs expériences, sinon le progrès ne serait plus possible. Mmh.
Voilà les raisons qu'ils donnent de leur non-intervention, tout au moins de leur intervention limitée, puisqu'il y a quand même intervention à partir du moment où ils ont Mmh. transmis aux Américains des technologies civiles. Donc il y a une non-ingérence dans l'humanité, mais ça veut dire aussi, Claude, que finalement, dans d'autres galaxies, sur d'autres planètes, il y a d'autres entités qui sont à des niveaux moins importants que nous, et certains plus importants que nous. Bah, écoutez, l'importance, je crois, se mesure surtout à l'élévation spirituelle. D'après ce qu'ils disent, nous sommes très, 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 très en retard par rapport à certaines civilisations qui ont réussi à créer l'harmonie entre eux, la paix, ce qui est fondamental, alors que nous, on n'a pas encore atteint cet état de paix, d'harmonie, de justice, qui devrait être l'apanage de ce qu'ils appellent l'âge d'or. C'est-à-dire que d'après ce qu'ils disent, nous sommes actuellement à un virage, justement, qui va permettre à notre humanité de s'orienter vers cet âge d'or, Mmh. c'est-à-dire vers une nouvelle civilisation où tout conflit sera éradiqué, où on aura des relations humaines beaucoup plus justes, équitables, où l'amour prédominera par rapport à la situation présente. Mais ça, c'est un point important de leur ouvrage, c'est de nous faire prendre conscience de ces deux lignes temporelles que Mmh. nous avons la possibilité de prendre, soit l'une qui va conduire à l'âge d'or, soit l'autre qui va malheureusement conduire à des catastrophes qui fera que notre civilisation disparaîtra, comme beaucoup d'autres ont disparu avant la nôtre d'ailleurs. Alors, là, c'est le point de vue d'Anna qui m'intéresse. Anna, euh, si on a ce choix, c'est-à-dire que la lumière ou l'ombre, hein, en gros, euh, ce choix, pourquoi n'est-il pas donné finalement au plus grand nombre d'entre nous? Pourquoi seule une certaine catégorie de personnes dans le monde ont ces contacts? Pourquoi ne se montrent-ils pas? Pourquoi ne nous disent-ils pas tout simplement, regardez, on existe, on a la chance d'avoir une sagesse beaucoup plus importante que la vôtre, on a évolué spirituellement, vous avez les moyens de le faire, ou alors vous allez basculer. On aurait peut-être l'occasion d'avoir une prise de conscience plus rapide, Anna. Écoutez, Bob, je crois que nous sommes très très nombreux à avoir comment, une sensation que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, et tout le travail que vous faites avec votre équipe va aussi dans ce sens-là. C'est que petit à petit, il y a une progression, je trouve, très importante de l'ouverture des gens vis-à-vis de cette possibilité que nous ne soyons pas, même cette certitude que nous ne soyons pas seuls dans l'univers. Mmh. Et on a, à mon avis, un chemin à accomplir par nous-mêmes. Si demain ils se manifestaient dans leur puissance, si vous voulez, la notion de libre arbitre n'existerait plus, c'est-à-dire que ça nous serait imposé. Voilà, ils sont là, il faut faire avec. Alors que, apparemment, ce qui est attendu de nous, c'est que ce soit une orientation que nous prenions volontairement, c'est-à-dire d'accepter la différence, d'accepter qu'il y ait des êtres différents de nous, et c'est pas pour cela qu'ils sont agressifs ou nuisibles. Mmh. Et déjà, on a du mal à s'accepter entre race et religion sur notre planète. Vous imaginez le choc que représente la prise de conscience subite qu'il y a des êtres ailleurs qui sont très nombreux, d'après ce que j'ai pu expérimenter. Mmh. Il y a de très nombreuses espèces d'apparence très différentes de nous. Mmh. Certaines ressemblent, effectivement. On préférerait peut-être voir arriver d'abord ceux-là. Mmh. Mais je peux vous assurer que dans ceux que j'ai rencontrés, j'ai pu, moi, être en contact avec 6 espèces différentes. Certains sont assez dérangeants à voir, pour nous, en tant qu'humains. Voilà. Et je pense que c'est pour ça que c'est pas impossible. Vous vous rappelez, alors je sais pas si vous vous rappelez, politiquement parlant, je crois que c'était George Bush ou Reagan, l'un des deux, qui avait dit que s'il y avait finalement un conflit interplanétaire, ce serait peut-être la seule occasion et qui nous serait donnée de nous unir, nous, humains. Alors là, il parlait de conflit, mais on peut imaginer que s'il se montrait au plus grand nombre d'une façon spirituelle et bien sage, ça permettrait aussi cette union. Claude l'a rappelé, on n'est pas aujourd'hui dans une période des plus glamour, hein. Quand on regarde la planète Terre, il y a des conflits partout, on se fout sur la gueule tous les 4 matins, on a la sensation qu'on est des enragés. Donc
Il pourrait, mais quoi? C'est la peur de finir un peu sur la croix, comme certains qui prenaient l'amour, la sagesse, l'échange, l'échange, l'altruisme. On finit, c'est ça. Ils pensent que l'humain n'est même pas capable de reconnaître quelqu'un de sage et peut-être de finalement de le clouer. Ils auraient peur d'être eux aussi malmenés. Et ils n'ont pas peur d'être malmenés. Je crois qu'ils n'ont absolument pas ce type de peur parce que leur puissance leur permet certainement de se protéger d'une Hum, manière ou d'une autre. hum. Ils ont peur d'un déchaînement de réactions D'accord. négatives de la Ouais, c'est part ça. des humains. Souvenez-vous, Bob, il n'y a pas tellement longtemps, quelques décennies, de ces films qui montraient les invasions de Martiens. Hum. On a beaucoup évolué. Bon, il y a eu une évolution qui s'est faite déjà au niveau cinématographique, Mhm. puisque nous avons aujourd'hui des films assez positifs comme E.T. ou Hum. bon des choses comme ça. Mais il fut un temps où l'alien c'était forcément le Le méchant. monstre méchant Hum. pour nous détruire. Et ça n'est pas complètement éradiqué, à mon avis, de l'inconscient humain. Les gens ont encore peur. Hum. Il y a une progression très nette, et je pense qu'elle s'accélère en ce moment, et je pense qu'il se montre tout de même beaucoup. Il y a beaucoup d'observations d'OVNI, et il y a de plus en plus d'abductés, de cas d'abduction. Hum. Je sais que vous avez reçu des personnes du CERO. Ouais. Je suis moi-même membre du CERO France. Et en France, nous ne sommes pas encore très nombreux, mais aux États-Unis, le nombre, on le voit dans une des enquêtes de Stéphane Alix, Hum. les enquêtes extraordinaires. Le nombre des contactés aux États-Unis notamment est absolument énorme. C'est Mais phénoménal. déjà, Anna, vous faites bien de signaler l'émission qu'on a faite avec Isabelle de Cocheco, Bérangère Morisot et 4 autres témoins d'abduction, parce que effectivement, j'ai trouvé extraordinaire que déjà la parole se libère. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que c'était un truc de fou. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé il y a 10 ans avec cette émission, je pensais jamais. À chaque fois qu'on parlait d'abducté, c'était des témoignages d'Américains. Là, la parole se libère. Est-ce que finalement ils y sont pour quelque chose? C'est-à-dire que ces veilleurs aussi se disent que ça va passer par vous, ça va passer par des gens comme ça qui vont commencer à parler. Ce chemin, finalement, ce travail va être doux pour que la prise de conscience soit acceptable. Oui, je me souviens il y a pas mal d'années où j'ai un moment posé la question parce que mon cheminement n'a pas toujours été facile. J'ai eu au départ du mal à accepter le fait d'être contacté et en fait de me marginaliser totalement par rapport à mes semblables. Il m'a été dit une chose que j'ai trouvée assez jolie, c'est va, trouve les autres, travaille avec eux et réveiller la mémoire des étoiles. Et c'est pas que ça m'a marqué, j'ai gardé longtemps cette phrase en moi, je l'ai toujours d'ailleurs, parce que je trouve ça très beau en fait de réveiller progressivement cette mémoire. Vous savez, je crois que les humains ont tout de même quelque part dans leur inconscient la nostalgie d'un paradis perdu, la nostalgie d'un monde de paix, et on espère que ça va grandir et que ça va dépasser en fait toutes les tendances agressives, négatives, de peur, de suspicion, enfin toutes ces choses négatives qui animent actuellement l'humanité et qui touchent à une espèce de paroxysme, surtout avec cette pandémie qui nous est arrivée et qui a permis une explosion de certains sentiments de peur, d'angoisse, de méfiance les uns envers les autres. Vous parlez de paradis perdu, on pense inévitablement à l'Atlantide. Je sais que vous y faites mention dans le bouquin. Vous ont-ils parlé, Claude, de cette Atlantide? Est-ce qu'il y a une réalité? Est-ce que finalement, cet âge d'or, cet âge de sagesse, d'altruisme, d'amour, tel qu'on le décrit tel que l'a décrit Platon dans Timée Critias, hein, il est, alors, avec beaucoup de symbolique pour les écrits de Platon, on le rappelle. Est-ce que pour vous, il vous a été confirmé? Est-ce que cette Atlantide vous a été confirmée? Oui, Bob, en ce qui concerne l'Atlantide comme la Lémurie ou d'anciennes civilisations beaucoup plus anciennes comme l'Hyperborée, ont été confirmées par les veilleurs, où ils ont dit d'ailleurs que la civilisation atlante comme lémurienne était beaucoup plus avancée que la nôtre. C'est-à-dire qu'il y a eu une période très 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 faste et il y a eu une période de décadence, un petit peu comme la nôtre actuelle qui est très décadente. Mais c'est vrai qu'il y a une très forte spiritualité qui malheureusement a chuté à un certain moment. Et on a l'impression que tout redevient de manière cyclique. Euh,
Donc, d'après les qualifications qu'ils ont faites de ces civilisations, oui, elles ont existé. D'ailleurs, je pense que vous connaissez les recherches qui ont été faites, par exemple, par le commandant Cousteau ou aussi par Jean-Pierre Petit, qui faisait partie de l'expédition, lorsqu'ils ont découvert une ancienne pyramide sous l'Atlantique, au niveau du triangle des Bermudes. Donc, on a quand même certains facteurs qui tentent à prouver qu'il y avait en effet un continent. On n'a pas la preuve de l'existence de cette civilisation superbe, mais on a la preuve quand même qu'il existait une civilisation. Ceci dit, je voudrais peut-être faire une précision, si vous me le permettez, Bien sûr. concernant l'intervention ou non de leur part. Ils refusent d'intervenir pour la bonne et simple raison que cela irait à l'encontre du libre arbitre de l'humanité. Mais moi, je les ai trouvés excessivement optimistes, beaucoup plus d'ailleurs que je ne le suis moi-même, puisqu'ils ont dit que l'intégralité de l'humanité a encore la possibilité de basculer vers cet âge d'or. Et ça m'a beaucoup étonné. Mais ça passera par qui, Claude? Parce que je comprends bien, on a la possibilité, mais s'ils n'arrivent pas à convaincre, aujourd'hui, vous voyez la société, on est à quelques mois des élections, tout le monde se déchire, on regarde le monde se déchire. Pourquoi ne vont-ils pas voir les dirigeants les plus importants, ceux qui ont les clés? Parce qu'on dit toujours, ouais, c'est par le commun des mortels que ça passera. Enfin, en même temps, l'humanité, avant qu'elle passe, qu'elle prenne conscience que l'humain des mortels doit plus aller chez H&M tous les jours ou chez Zara et faire la queue pour avoir des t-shirts et céder et arrêter un peu de vivre sous une ère de consumérisme absolu et d'individualisme, c'est compliqué. Pourquoi ne vont-ils pas ou ne font-ils pas finalement venir un messie qui nous dirait arrêtez les gars? Mais c'est ça Bob, c'est vous, c'est moi qui sommes en réalité les acteurs de la grande pièce. Et moi, j'ai compris une chose dans leurs explications, c'est qu'en réalité, nous pouvions, vous, moi et ceux qui sont actifs dans le sens de la venue de cet âge d'or, qui œuvront pour cet avènement, et vous en faites partie, eh bien, nous sommes en mesure, à partir du moment où nous serons un certain nombre, et à partir de ce moment-là, ce ne seront pas les extraterrestres, ni les intraterrestres, ni les extradimensionnels qui nous auront permis de gagner, d'aller vers cet âge d'or, c'est nous. Et j'ai compris que c'était basé sur le principe que vous devez connaître du centième singe. C'est-à-dire que si à certains moments, nous sommes un certain nombre pour pouvoir œuvrer dans le sens de cet âge d'or, la venue de la justice, de l'équité, à partir de ce moment-là, on pouvait faire basculer l'ensemble de l'humanité. Donc, je pense que vous connaissez ce principe du centième singe. Bien sûr. Mais ça m'a été rappelé aussi, c'est un peu ce que dit Jean-Pierre Garnier-Mallet quand il dit, finalement, même les pensées, la plus petite des pensées, elle a une influence sur le monde et elle peut avoir une conséquence. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est un peu l'effet papillon. C'est-à-dire que si on se met tous dans une pensée positive, on risque de basculer positivement dans cet âge d'or. C'est ça en fait. Et ils nous ont fait comprendre que nous pouvions entraîner l'ensemble de l'humanité. Et c'est seulement lorsque nous aurions basculé dans une autre fréquence vibratoire qu'ils viendraient nous rencontrer. Et c'est avec eux, d'après ce qu'ils disent, que nous construirons cet âge d'or. C'est-à-dire qu'ils refusent de nous contacter tant que nous serons ce que nous sommes. Il faut que nous changions. Alors Anna, changer est le maître mot, en tout cas c'est le mot. En tout cas, on a tous envie que cette société change et aille vers le meilleur et vers plus d'amour et d'altruisme et qu'on écarte le mauvais. Est-ce que finalement, les éveillés, ceux qui travaillent, comme le dit Claude, à un éveil, d'information, de culture, à tous les niveaux, hein, vous, en tant que canal, médium, en tant que ingénieur pour Claude, moi en tant que journaliste, je vais sur des terres qui sont souvent brûlées par l'ensemble des médias. Donc après, est-ce que ces gens, tous ces gens qui sont plutôt vers le positif, sont comment dire, entre guillemets, hein, je veux dire, hein, des alliés de ces veilleurs? Et est-ce que tous ceux qui sont pas éveillés, qui sont des purs et durs, qui se moquent, qui raillent tout cela, sont plutôt peut-être les alliés d'entités plus négatives, ou en tout cas sont un peu contactés et puis ont le crâne un peu bourré de fausses idées, ou en tout cas d'idées noires par d'autres entités, puisque vous parliez de diverses entités extraterrestres?
ou interdimensionnel. Oui, je pense qu'effectivement, les gens qui sont un peu éveillés sont inspirés, on va Mhm, dire, mhm, inspirés par nos amis les veilleurs ou les membres de la Confédération qui appartiennent justement à toute cette phalange totalement positive. Et ceux qui sont à fond dans la matière, dans le refus, dans la raillerie, la moquerie, sont même à leur insu, inconsciemment, inspirés par l'autre côté. mhm. Donc c'est le vieux combat éternel, si vous voulez, entre l'ombre et la lumière. On n'en est pas sorti, c'est un peu l'histoire de l'humanité. Ouais, c'est cette dualité toujours entre le bien et le mal. Dites-moi, Claude, le temps, vous en tant qu'ingénieur, le temps a et qui vous intéressez à la physique, euh, le temps a une importance. C'est-à-dire que certains physiciens disent que le temps n'existe pas. Quel regard ont-ils? Alors, vous disiez qu'ils ont deux temps, hein, puisque d'ailleurs c'est mentionné dans le livre. Mais cette réalité temporelle, on dit que le passé existe toujours et que le futur existe déjà. Quel regard vous avez là-dessus à travers ces veilleurs? Est-ce qu'ils vous ont parlé de tout cela? Bah, écoutez, je crois qu'en effet, comprendre le temps, c'est vraiment quelque chose d'excessivement important, mais d'après ce qui est dit et ce que reconnaissent un certain nombre de physiciens qui étudient la question, c'est qu'en effet, le temps serait une illusion et en fin de compte, c'est un élément de la conscience. Hmm. C'est-à-dire que et ce qui est important de savoir, c'est qu'il est possible de s'extraire du temps. Et les veilleurs nous disent qu'ils vivent hors du temps et de l'espace. C'est-à-dire que non seulement le temps est une illusion, mais la matière serait aussi une illusion. C'est vrai que pour nous, c'est quelque chose d'excessivement difficile à comprendre. Hmm. Mais certains donnent des images qui permettent de le comprendre, où on peut s'extraire du temps. Et puis il y a énormément d'histoires qui prouvent qu'il est possible de voyager dans le temps. Hmm. Je connais une histoire, celle du bossu d'Amsterdam, par exemple, qui est relatée par un ancien grand maître de la morgue, Raymond Bernard, qui a rencontré un bossu qui est passé à une autre époque que la nôtre. Hmm. Donc il y a beaucoup d'histoires qui relatent cette possibilité de voyage dans le temps. Voilà ce que je peux dire. Puisque vous parlez de voyage dans le temps on a beaucoup aujourd'hui euh, d'observations d'OVNI et ça a provoqué l'émoi du Pentagone, du New York Times, du Washington Post, tout le monde en a parlé aux États-Unis, puis bien évidemment nous en avons été le relais ici en France avec BTLV, de ces observations, et il y a l'hypothèse, en tout cas alors qui est faite par nous, hein, plus que par les gens du Pentagone ou de l'US Navy, quoi qu'on ne sait jamais, d'un voyageur temporel. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que ce sont même des gens comme nous, nos descendants, qui viendraient nous voir pour nous mettre en garde encore une fois, euh, puisque ces engins survolent souvent des installations nucléaires. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, est-ce que ils vous ont parlé aussi? Ça, tout s'accélère depuis 2004 et bon, bah, tout a explosé en 2017 avec la révélation de Louise Elizondo auprès du New York Times. Mais est-ce que il y a une accélération quand même? Et est-ce que ces entités viennent d'ailleurs, du futur? Qui sont-ils? Est-ce que vous avez des informations là-dessus, Claude? Bah, écoutez, les informations que je peux transmettre, c'est celles qui figurent dans les 15 ouvrages qui portent le titre de Soria, où les Pléiadiens nous disent venir dans leur futur. Hmm. C'est-à-dire qu'en effet, d'après eux, ils ont la possibilité de voyager dans le temps et de venir soit dans leur passé, soit dans leur futur pour réparer certaines erreurs commises. Hmm. C'est ce qu'ils disent. Hein. Hmm. Je n'apporte aucun jugement sur la question, mais ces extraterrestres, les Pléiadiens en particulier, qui font partie d'ailleurs, d'après mes informations, des 8 races extraterrestres qui ont apporté ces apports génétiques pour construire notre véhicule, eux disent qu'ils ont cette possibilité et que actuellement ils sont ici dans leur futur pour réparer des erreurs passées. Voilà, donc je peux pas en dire plus, mais je pense que c'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup et ça va m'amener à, puisqu'on parle de l'endroit d'où ils se situent, où est-ce qu'ils sont, d'où ils viennent, voilà.
On va parler un peu de l'intraterre, parce que ça, c'est quelque chose qui me fascine. On se souvient de l'expédition de l'amiral Byrd, qui était allé au pôle et qui était revenu totalement bouleversé. On dit, Michael Sala, ici, le docteur Michael Sala, me dit que les nazis ont encore une base là-bas et travaillent encore avec des entités extraterrestres à l'intérieur de cette planète. Et d'après ce que je lis, les veilleurs vous disent, je lis, hein, nous confirmons que la Terre est loin d'être complètement explorée, notamment dans ses profondeurs. Il existe, outre des ouvertures polaires, des portes d'accès protégées par des barrières magnétiques et des communautés d'êtres y vivants. Ça paraît complètement fou, Claude. Oui, c'est complètement fou, mais si vous lisez un certain nombre de récits rapportés soit par l'amiral Byrd, vous venez d'en parler, soit par un pêcheur norvégien, Olaf Jensen, qui dit être rentré à l'intérieur de la Terre creuse, on a des témoignages, mais qui ne sont pas des preuves formelles, bien entendu. Moi, la première approche que j'ai fait de la Terre creuse, c'est du point de vue scientifique. Mmh. C'est-à-dire que quand, ça remonte déjà à une quarantaine d'années, quand j'ai étudié la gravitation, que j'ai travaillé sur la matière et l'antimatière, j'ai compris que la Terre en réalité était creuse et qu'il y avait un soleil central constitué d'antimatière. Et donc ça a été ma première approche de la Terre creuse, a été une approche, je dirais, théorique. Mmh. En théorie, mes recherches en astrophysique sur l'antimatière m'avaient permis de comprendre que non seulement la Terre, mais les étoiles étaient creuses. C'est-à-dire qu'à l'origine de l'univers, l'antimatière que les scientifiques recherchaient se cachait en réalité à l'intérieur des étoiles. Et Mmh. donc que les étoiles étaient creuses. D'ailleurs, les astrophysiciens ont remarqué que lors d'une explosion d'une supernovae, il restait un trou noir. Mmh. Et beaucoup d'astrophysiciens pensent aujourd'hui d'ailleurs que ce trou noir est constitué d'antimatière. Donc ça a confirmé, ces observations scientifiques ont confirmé mes hypothèses. Et donc, j'ai fait cette approche de Terre creuse du point de vue théorique. Et puis, les synchronicités de la vie m'ont amené à rencontrer des personnages étranges, en particulier des Français qui devaient participer à un voyage de recherche sur la Terre creuse. C'était un Américain qui avait organisé ce voyage et qui avait affrété un brise-glace nucléaire, le Yamal, qui est un brise-glace NUS, pour aller à la recherche de l'ouverture polaire nord. Donc là, je commençais à voir du concret. Il y a eu des ouvrages qui ont été écrits sur la question. Il y a eu des messages transmis par les maîtres de la Terre creuse. Il y a toute une littérature. Bon, moi, je n'ai pas de preuves formelles. Je ne suis pas allé au sein de la Terre creuse. Je n'ai pas pris de photos. Mais je dirais qu'en théorie, cela est théoriquement possible. Et ça a été confirmé par les veilleurs dans cet ouvrage Urbatan. Alors, justement, vous parlez de preuves. Tous les plus sceptiques, je monte cette émission au plus rationnel, ils vont dire, ouais, d'accord, mais quelles sont les preuves? Comment peut-on prouver tout cela, Claude? Bah, écoutez, je dirais que la preuve, il faudrait encore y aller. Il faudrait faire comme l'amiral Byrd ou comme Olaf Jensen. Malheureusement, ce voyage, donc que je citais tout à l'heure, a été annulé à la suite de la mort très 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 brutale de l'organisateur Steve Curry. Il est mort d'un cancer avec 8 nodules au cerveau. Bon, mort bizarre, mais enfin, donc le voyage a été annulé. Bah, le seul moyen, c'est d'y aller. Hein. Est-ce qu'un jour nous aurons cette possibilité-là? Moi, je n'en sais rien. C'est vrai que pour beaucoup de scientifiques, c'est de l'utopie. Mais bon, comme vous le disiez, les nazis s'y intéressaient, beaucoup de gens s'y intéressent. Peut-être qu'un jour on aura ces preuves, mais pour l'instant, je pense pas qu'on les ait. Est-ce que les édifices archéologiques dont on ne connaît toujours pas l'origine, en tout cas ceux qui les ont bâtis, sont les vestiges de leur passage, tels que l'île de Pâques, les pyramides, tout ce que l'on peut trouver et qui, on a fait encore une émission sur une île avec Jocelyn Fkeller dans le Pacifique, la cité de Nan Madol. On ne sait toujours pas comment ça a été construit. Les murs ont été faits de pierres qu'on ne trouve pas sur l'île. Ça a des milliers d'années. Et à chaque fois qu'on tombe sur un récit,
ce qui est écrit, c'est que ça vient et ça a été fait par des gens qui venaient d'ailleurs. Est-ce que vous avez cette sensation, ou Anna, par exemple, est-ce que vous savez, est-ce qu'on vous a dit, on vous a communiqué ces informations, on vous a dit que finalement tous ces édifices majeurs, hein, qui sont aujourd'hui majestueux sur la planète, sans qu'on sache par qui ils ont été faits, auraient peut-être une origine d'être venus d'ailleurs? Oui, tous ces édifices, si vous voulez, surtout de type cyclopéen, on a du mal à s'expliquer leur création, je veux dire, dans des endroits, par exemple, où les carrières de pierre étaient très, très éloignées. Je sais que lors d'un voyage au Mexique, justement, avec mon ami Claude, nous avons rencontré des anciens Mayas, et qui, eux, étaient totalement persuadés sur les sites, que ce soit de Palenque ou de Chichén Itzá ou de Uxmal. Ils nous disaient que tout ça avait été construit par des dieux, et c'était assez amusant d'ailleurs, parce que c'était l'époque où il y avait un film qui parlait d'une porte des étoiles, et la partie tronquée de la pyramide, d'après les Mayas, pouvait servir de plan d'atterrissage à des véhicules de forme pyramidaux qui faisaient en fait la totalité de la pyramide une fois qu'ils étaient posés. Ils nous ont même montré sur le site de Palenque, ils nous ont montré une ouverture dans la pyramide qui servait à faire passer une sorte d'ascenseur. Et il parlait de deux officiers qui viendraient d'un autre plan, d'un autre monde, qu'ils appelaient Tepen et Gugumats. Et il y avait tout un légendaire, si vous voulez, autour de ce que Tepen et Gugumats avaient apporté à la civilisation comme connaissance, et notamment donc un art de construire ces bâtiments absolument cyclopéens qui n'auraient pas pu être construits à l'époque avec la technologie que détenaient les humains. Alors justement, Claude, en tant qu'ingénieur, vous avez essayé de poser la question pourquoi tout est pyramidal. C'est vrai que tous ces édifices en pyramide, est-ce qu'il y a eu une forme particulière, c'est une forme énergétique? Avait-il besoin de faire cette forme-là pour communiquer, pour faire autre chose? Écoutez, là, on ne peut émettre que des hypothèses. En ce qui concerne la forme pyramidale, je pense que c'est lié aussi aux énergies. C'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé sur la structure de l'espace et l'énergie telle qu'elle peut être transmise à partir de cette énergie, qui d'ailleurs sera dans le futur la base de ce que l'on appelle l'énergie libre. Contrairement à ce que disait Einstein, l'espace n'est pas vide, il est énergétique. Ils vous l'ont confirmé, ça d'ailleurs, hein, les veilleurs. Hein. Oui, ils l'ont confirmé. Bon, ils ont dit que c'était de la lumière, mais en réalité, lumière, c'est aussi ce que moi j'ai qualifié comme étant des microparticules, des microélectrons qui constituent l'espace. La lumière étant des photons et les photons étant des paquets de microélectrons. Donc tout se rejoint. Et donc cette énergie qui est fondamentale d'une part puisqu'elle est à l'origine de la gravité, cette énergie est véhiculée aussi par la forme. Or, la forme pyramidale est certainement, je le mets au niveau d'hypothèse et non au niveau de certitude, est certainement une forme qui permet de transmettre et de concentrer ces énergies. Je voudrais dire que nos scientifiques et les astrophysiciens actuels qui travaillent sur l'univers électrique, dont certains ont d'ailleurs eu le prix Nobel, sont relativement proches de la vérité, de celle des veilleurs en tout cas, puisqu'ils disent que l'espace est constitué de plasma. C'est l'univers plasmatique. Or, qu'est-ce qu'un plasma? Un plasma, ce sont des particules qui sont polarisées, c'est-à-dire qui ont une énergie positive ou négative. Or, ces particules sont en effet polarisées. Voilà, donc je voulais mettre l'accent sur ce côté connaissance scientifique actuelle, et c'est un point important. Intéressez-vous à l'univers électrique, c'est fondamental. On va bientôt se quitter, Anna et Claude. Vous avez évoqué Dieu dans cet ouvrage, puisque vous posez une question, Claude, assez veilleur. Mais en tant qu'esprit, nous serions nés de la source ou bien d'une lignée d'esprit. Aussi aurions-nous un père et une mère esprit qui nous ont engendrés. Les veilleurs nous disent, nous sommes tous nés de la source. Alors, à tous les deux, Anna, comment vous qualifiez cette source? Est-ce que c'est ce qu'on appelle Dieu? Et après, je vous poserai la même question, Claude. Anna. Oui, je pense que le terme de source est un terme qui pourrait convenir à beaucoup de gens, puisque
certains sont gênés par le mot Dieu. Bon, peu importe, je pense le nom qu'on lui donne. Il y a une énergie intelligente, l'univers est intelligent. Ça, c'est absolument une certitude. Personnellement, moi, j'ai pu expérimenter la communication avec la nature et notamment la communication aussi avec les animaux. Et j'ai une certitude depuis mon enfance, c'est que l'univers qui nous entoure est intelligent et que l'on peut interagir avec lui. Le chamanisme, d'ailleurs, est une pratique qui va tout à fait dans ce sens-là. Alors, où se situe Dieu dans cet univers? Là, je pense que c'est une question fondamentale, c'est une question très puissante pour chacun d'entre nous. Je ne sais pas si elle est tellement importante. Je crois que l'important, c'est de penser que cet univers est ordonné, intelligent, parce qu'autrement, ça serait la notion de chaos qui serait totalement effrayante, et je pense que nous ne serions plus là. Nous ne serions plus là. S'il y a dans les formes que la vie adopte, que ce soit les formes humaines ou animales ou végétales, si vous voulez, une continuité à travers les âges, c'est qu'il y a une intelligence qui est derrière tout ça et qui préside. Ça, j'en suis, moi, personnellement, intimement persuadée. Maintenant, le nom qu'on lui donne n'a pas d'importance. L'ordre est finalement ce qui qualifie le mieux cette source et cette intelligence de l'univers. Claude, même question. En prenant conscience de ces veilleurs, vous avez la certitude que Dieu, je dis Dieu, mais Dieu scientifique, hein, comme le disait Einstein, etc. C'est-à-dire que cette source existe. Écoutez, moi je pense qu'il est absolument impossible du point où nous nous trouvons d'avoir conscience de réellement ce que peut être ce que l'on appelle Dieu. On peut simplement avoir ce que j'appelle une conception. Et dans ma conception, Dieu, en réalité, c'est une énergie qui, au départ, veut prendre conscience d'elle-même et qui projette des particules d'elle-même dans tout l'univers pour expérimenter. Et c'est en expérimentant qu'elle prend conscience de ses possibilités. Donc, ce qui est important de savoir, tout au moins dans ma conception, et moi ça me satisfait, c'est que nous sommes des parcelles de cette énergie primordiale. Les veilleurs l'appellent âme ou esprit, et que toute l'expérimentation que nous faisons, c'est ce qu'ils appellent, eux, l'âme personnalité. Et que l'âme énergie va à un certain moment fusionner avec l'âme personnalité dans ce qu'ils appellent les noces alchimiques. Mais non seulement eux, toute la tradition parle de ces noces alchimiques, qui est la fusion de l'âme personnalité avec l'âme énergie. Et ce qui est important de savoir, c'est que cette parcelle de la divinité, selon la tradition, se trouve au centre de notre cœur et qu'il est fondamental que nous apprenions à ramener notre mental au niveau du cœur. C'est la technique que le Christ a transmise, qui est la voie du cœur, que les orthodoxes appellent la philokalie. Et donc, si j'avais en finale à cette émission un conseil à donner, c'est essayer de faire taire votre mental et de ramener votre conscience au niveau du cœur. Et c'est la transformation qui permettra justement d'arriver à cette fusion des deux, ce que l'on appelle la fusion âme-personnalité, âme-énergie, pour faire ce que l'on appelle un maître ascensionné. Voilà. Ce qu'appelle Patrick Drou la cohérence cardiaque. Effectivement, il y a beaucoup de choses au niveau du cœur et que finalement, c'est là que ça se passe et on le voit. Dernière question, la mort inévitable pour tout être humain. Vous parlez de maître ascensionné. Est-ce que on va passer d'un état et est-ce qu'on va peut-être, nous, devenir aussi des veilleurs, Anna? Oui, c'est le souhait en tout cas. C'est que dans ce plan d'évolution qui est suggéré et dessiné par les veilleurs et qui est magnifique, mais qui ne vient pas que d'eux, parce qu'il est présent aussi dans de nombreux textes, que ce soit des textes bouddhiques ou d'autres religions chrétiennes, juives, musulmanes, etc. On parle d'une finalité, si vous voulez, qui est une réintégration dans la lumière. Donc je pense que la mort n'est rien, la mort n'est qu'un respire, n'est qu'un passage. La conscience passe d'un état à un autre. C'est très encourageant en plus, parce que je pense que ça nous donne un espoir dans quelque chose. Personnellement, oui, j'y crois, j'y adhère. Et toute l'expérience que j'ai pu avoir depuis l'enfance, si vous voulez, avec ces consciences extérieures, n'a jamais dévié en fait de cette ligne directrice. Nous sommes en chemin. Nous allons vers quelque chose. Et ce quelque chose, finalement, c'est magnifique. Donc c'est un point positif. Et
peut-être un petit peu optimiste aujourd'hui, qui nous rassure. Mais enfin, moi, personnellement, j'y adhère totalement. Ça s'appelle Ourbatan ou Ourbatan, ça dépend voilà comment vous décidez de prononcer cet ouvrage. Dialogue avec les veilleurs. J'espère qu'on vous a un petit peu éclairé sur ces entités qui sont là et qui sont un peu nos grands frères ou nos pères. Merci à tous les deux, Claude Delarose et Anna Caranta, d'être venus sur BTLV. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Prenez soin de vous et à très bientôt en tout cas pour évoquer ces veilleurs et puis peut-être leurs enseignements. Quant à vous qui nous regardez, merci infiniment d'être fidèles à BTLV. Salut.